Conditions d'ouvriers, j'imagine. Ah oui, c'est que les cadences sont déjà trop fortes, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des maires et de l'appui de la population qu'on aurait perdu cette grève-là. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualité syndicale, de conditions de travail, de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Vous écoutez Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville. On est le jeudi 19 mai 2016. Mon nom est Camille et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, pour cette émission, on va surtout parler des événements qui se passent en France, notamment autour des contestations de la loi travail. Alors, pour cette émission, tout d'abord, il y a Éric qui va nous parler d'un aspect de la campagne pour le 15 $ de l'heure qui a rencontré une travailleuse. Oui, effectivement, j'ai rencontré Madame Nathalie. En fait, j'ai discuté au téléphone, pour être plus précis, avec Nathalie Lapointe. Et ensuite, on va présenter des entrevues qui ont été enregistrées avec des militants et militantes de la CNT. Il y a d'ailleurs Cédric qui va être avec nous pour commenter ce qui se passe à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Je suis militant des WOBS, donc j'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Et finalement, il y a Adam qui va nous présenter le calendrier des événements importants pour les 2 prochaines semaines. Oui, bon matin à tous et à toutes. Alors, Éric, donc, tu as rencontré une travailleuse qui participe à la campagne pour réclamer un salaire de 15 $ de l'heure. Oui, c'est exact. J'ai eu la chance de discuter avec Nathalie Lapointe, qui est une travailleuse au Faubourg Giffard. C'est une résidence privée pour personnes âgées de la ville de Québec. C'est aussi la propriété de la multinationale Chartwells. Dans le fond, Nathalie, elle est présidente de son unité locale qui est affiliée au SQUES, le syndicat québécois des employés et employés de service. Le SQUES, c'est un syndicat membre de la FTQ qui syndique entre autres des employés de résidence privée pour personnes âgées et qui mène une campagne nationale axée sur l'accès au salaire minimum à 15 $ de l'heure pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses de cette industrie. Il faut dire que les personnes qui travaillent dans les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, ont un bien meilleur salaire que leurs collègues des résidences privées, et ce pour un travail très semblable. Pourtant, dans le privé, les résidents paient souvent une fortune pour ces services-là. Donc, il est permis de croire que la plupart des profits réalisés se retrouvent dans les poches des actionnaires de ces entreprises au détriment des travailleurs et travailleuses. On est en entrevue avec Mme Nathalie Lapointe, qui travaille au Faubourg Giffard à Québec, qui est une résidence pour personnes âgées, en fait, privée. Et vous faites le service aux tables. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que vous faites dans le cadre de votre métier? Être service aux tables, c'est comme être une serveuse dans la réalité. Les résidents y arrivent, puis ils viennent s'asseoir, puis c'est nous qui les servons pour leur dîner et leur souper. Vous êtes dans le syndicat SQUES. En fait, pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous faites actuellement, puis vous, votre rôle dans le syndicat? Moi, je suis présidente du syndicat au SQUES au 298 à Québec. Pour ma résidence, c'est moi qui ai fait rentrer le syndicat, ça fait 4 ans. Là, en ce moment, nous sommes en accréditation pour faire une 2e convention qu'on attend. Depuis le mois d'août, on a des difficultés à pouvoir avoir des dates de négociation. Bien sûr, l'employeur a toujours des raisons pour ne pas nous donner des dates. Je fais partie du comité de négociation et je fais partie aussi du comité de la CSST.
Je me demandais un peu, c'est quoi la différence entre une résidence privée pour personnes âgées et un CHSLD? Mais c'est sûr qu'il y a des CHSLD, il y a plusieurs différences dans un CHSLD, mais pour te faire court, une résidence privée, c'est la personne en tant que telle qui paye ses services, tandis que dans un CHSLD, c'est subventionné gouvernemental. Et généralement, est-ce qu'on peut parler du même type de service un petit peu qui se donne dans les deux ou c'est assez différent? Oui, c'est beaucoup une grosse ressemblance, sauf que c'est sûr que dans un CHSLD, nous, dans ma résidence à moi, je vais parler pour ma résidence à moi, la mienne, c'est tous des appartements que les résidents y restent dedans, c'est pas des chambres. Mais ils ont tous les mêmes soins. Préposés bénéficiaires, services aux tables, ils ont la maintenance, ils ont des femmes de ménage, il y a les secrétaires. On est une grosse équipe. Il y a beaucoup de loisirs pour eux. Puis dans les CHSLD, c'est la même chose. On fait tous les mêmes métiers, sauf que bien sûr, pas rémunérés, mais pas du tout la même chose. Oui, et justement, sur la rémunération, avec votre syndicat, vous exigez, dans le fond, d'avoir un salaire minimum à 15 $ de l'heure. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui vous pousse à demander ça? Ben regardez, je vais vous donner un exemple de moi. Moi, ça fait 4 ans depuis le mois d'octobre que je suis là et je suis payée à 12 et 25 $. Ouais, ça se passe d'explications. On n'a pas besoin d'en connaître plus. C'est quand même beaucoup. Et par exemple, si vous étiez dans le public, est-ce que vous savez à peu près à quoi ressemblerait votre salaire? Dans le public, j'aurais à peu près, après 4 ans, j'aurais environ 20 $. OK, donc c'est une assez énorme différence. Mais c'est vraiment le côté des salaires. Les employés font vraiment le même emploi. Ce n'est pas parce que tu es au privé que tu devrais avoir moins qu'en public. Oui, bien surtout que les gens paient quand même souvent pas mal plus qu'en CHSLD, donc ça devrait justement avoir plus d'argent pour payer les employés, là. Mais c'est sûr que nous autres, les résidents, ils nous demandent, parce que moi, je suis quand même dans une résidence d'autonome. Fait que les gens ne veulent pas, ils demandent. Maintenant, tout le monde, on leur dit nos salaires, on leur dit ce qu'on est payé, le pourquoi qu'on demande le 15 $. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils savent ce qu'ils payent, ils savent leur service et même eux, ils nous encouragent justement à continuer notre combat. Ils trouvent que c'est injuste ce qu'ils payent pour ce que nous autres, on a comme salaire. Fait que je veux pas, à ma résidence, à moi, je sais qu'on a beaucoup l'appui de nos résidents. Donc, le mardi 10 mai dernier, c'était journée de grève nationale dans plus de 42 résidences privées pour personnes âgées à travers le Québec. La grève touchait à peu près 3000 travailleuses et travailleurs dans des établissements situés principalement dans la grande région de Montréal, mais aussi à Québec, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Valleyfield, Victoriaville, Rawdon, Princeville, Drummondville, Jonquière et Chicoutimi. Bizarrement, les syndiqués des résidences privées sont soumis et soumises aux mêmes règles concernant les services essentiels que leurs collègues des CHSLD. Alors, ça fait une grève d'environ 1 heure par employé. Il n'en reste pas moins que c'était un large mouvement sans précédent au Québec qui n'était pas encore véritablement entré dans la lutte pour le 15 $ de l'heure, si on compare par exemple avec les États-Unis. Il serait intéressant de suivre la suite de ce mouvement car la menace d'une grève générale illimitée plane déjà sur ces résidences. J'en ai parlé avec Mme Lapointe. On a fait une première journée de grève le 11 mai. Puis on a déjà 2 autres dates de prévues, mais bien sûr, je peux pas les annoncer encore. Et après ces 2 dates-là, si ça fonctionne pas, on tombe en grève à tous les jours, tout le monde. Mais quand je vous parle des journées de grève, c'est vraiment toutes les résidences au travers du Québec. OK? Puis c'est surtout, est-ce que c'est tout sur la question du 15 $ de l'heure? Oui. OK, donc c'est quand même un enjeu qui est généralisé à travers le Québec, c'est pas seulement dans votre résidence. Justement, la grève, est-ce que vous pensez que ça s'en vient inévitable? Est-ce qu'il y a des débouchés au niveau des négociations? Y a-t-il quelque chose qui se passe ou ça s'enligne pas mal pour que vous partiez tout le monde ensemble? À date, je dois vous avouer que ça part vraiment pour la grève parce qu'à cause qu'on a beau être ouvert à négocier le jour, le soir, les fins de semaine, n'importe quand, sont jamais disponibles à nous donner des dates de négociation. Vous voyez, aujourd'hui, on est le 18 mai et les prochaines dates que j'ai, moi, pour ma résidence, c'est le 27 et le 28 juin. Donc, ça avance pas très vite, comme on dit. Non, vraiment pas.
Votre négociation, elle se fait tout le monde ensemble ou c'est des négociations dans chaque résidence, en fait? On a beaucoup toutes les mêmes demandes, sauf que c'est résidence par résidence. Pour revenir sur la question du 15 $ de l'heure, pourquoi il n'y a pas plus de syndicats qui demandent qui font cette demande-là, en fait? Pourquoi il n'y a pas plus d'autres syndicats? Parce qu'on on a entendu parler de vous, qui est quand même un grand mouvement, mais à part ça, il y a peu de syndicats et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont en bas de 15 $ de l'heure. Donc, je me demandais si vous aviez une idée de pourquoi ça se généralisait pas plus largement. Mais moi, je peux vous dire que veux pas, les autres syndicats, nous voyant agir, ils vont nous suivre. Mais par exemple, c'est sûr que, vous voyez, ça va faire une chaîne. Hein? Ça va, regardez, il y en a un qui a osé, on va réussir, mais là, les autres, ils vont tous suivre aussi. Parce qu'ils vont, ils vont prendre l'exemple sur nous, là. Est-ce que, justement, c'était dans vos objectifs de lancer un mouvement comme celui-là? Oui. Oui, parce que peu importe peu importe où est-ce que tu travailles, peu importe le syndicat, le travailleur mérite le 15 $ de l'heure. Il mérite sincèrement. Moi, n'importe quand vous voulez venir à ma résidence, si vous êtes capable de rentrer, puis venez passer avec une caméra, venez voir ce que les gens font, les sourires des résidents, voir comment ils sont bien, comment qu'on les traite bien, comment ils sont bien soignés. Vous allez voir autant que moi qu'on soit dans un privé ou dans un public, on le mérite. Ça, je ne vous remets aucunement en question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dois vous avouer que de ma part, pour que je sois encore là, c'est parce que j'aime mon métier. J'aime où est-ce que je suis, où que je travaille. J'aime les gens avec qui je suis. Mais par exemple, imaginez-vous donc qu'une femme qui est mère monoparentale de 2 enfants, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle serait capable de vivre avec 12 piastres et 60 $? Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter ou quoi que ce soit. Non, à part que je vous en remercie beaucoup. Puis j'espère vraiment que les gens vont vraiment pouvoir nous entendre dans nos volontés de pouvoir continuer à bien prendre soin de leurs parents et de leurs grands-parents. Bien, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter une très bonne chance dans votre lutte. On souhaite que vous gagnez de tout cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric, pour cette excellente entrevue. Donc, on va assurément suivre ces journées de grève-là et on espère que ça va inspirer également d'autres syndicats dans d'autres travailleurs, travailleuses à revendiquer un salaire de 15 $ de l'heure. Donc, maintenant, tu vas nous présenter une chanson. Yes. Dans le fond, c'est le groupe français, parce qu'en fait, la sélection musicale aujourd'hui s'est faite qu'avec des groupes français pour souligner notre thème. Donc, ça s'appelle Los Tres Puntos. C'est un groupe de ska. On va aller entendre la chanson Métro Boulot Dodo, en fait, qui est un peu une dénonciation de la vie quotidienne et justement que la grève générale peut venir briser ce cycle-là de Métro Boulot Dodo. Donc, on y va avec ça. Don't
écoutez Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM, donc votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. Alors, pour les personnes qui suivent l'actualité syndicale internationale, vous avez peut-être entendu parler du mouvement contre la loi travail. Il s'agit d'une loi qui propose une nouvelle approche pour le Code du travail et concerne donc l'ensemble des travailleuses et travailleurs en France. Alors, pour en savoir plus, nous avons du monde en studio aujourd'hui, dont certains qui reviennent d'un voyage en France. Et puis, j'ai réalisé 2 entrevues avec des syndicalistes français, Agathe, de la Confédération nationale du travail de Lille, et Georges, de la CNT également. La CNT, c'est un syndicat révolutionnaire assez proche de nous, le SITT-IWW. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter les extraits, puis de les commenter. On va commencer par un assez long morceau qui nous en apprend un peu plus sur cette loi et sur la situation du syndicalisme en France aujourd'hui. Comme vous allez l'entendre, le capitalisme étant mondial, on va pouvoir faire beaucoup de parallèles, beaucoup de rapprochements en fait entre la situation ici au Québec et en France. On va entendre le premier extrait qui dure environ 10 minutes, ceux d'après seront un peu plus courts. Un premier extrait donc de l'entrevue que j'ai eue par téléphone avec Georges du secrétariat international de la Confédération nationale du travail. Ce qui se passe, c'est que la nouvelle législation concernant effectivement la loi du travail, qui implique une refonte du Code du travail et aussi le rôle des organisations syndicales dites représentatives, et donc aussi un peu plus annexe, mais quand même assez important, la problématique de la durée du temps de travail. Et donc toute cette réforme qui nous est tombée dessus remet en cause au niveau français un peu toute l'histoire du mouvement ouvrier d'un seul coup, pour remettre, pour la mettre au niveau des normes européennes. On est en train de subir ce qu'ont subi les Allemands, ce qu'ont subi les Italiens, les Espagnols, etc. Depuis de nombreuses années. Et donc là maintenant c'est notre tour, et du coup toute une grande partie de l'histoire et des luttes du mouvement ouvrier en France est remis en cause par cette loi pour tout simplement mettre la France un peu sur les rails des normes européennes imposées par Bruxelles, quoi. Est-ce qu'on pourrait un petit peu faire le parallèle avec les lois LRU en 2007-2008 qui avaient pour but d'harmoniser la législation française par rapport aux universités, mais à ce qui se passe dans le reste de l'Europe? Est-ce que c'est un petit peu ça l'analogie? Oui, c'est la même logique, c'est la continuité. En gros, ce qui se passe en France, c'est pour ça que c'est ce qui pose vraiment problème. C'est en gros, depuis longtemps, malheureusement, le mouvement social et syndical va de recul en recul, et n'arrive pas vraiment à résister face à tout ce qui nous a imposé. Là, vraiment, la dernière victoire, même partielle, ça a été le CPE. Il y a eu aussi 95, mais bon, c'était les 2 dernières victoires du mouvement ouvrier, puisque c'est des victoires où on n'a pas perdu tout ce qui devait nous être imposé. Enfin, on n'a pas perdu sur tout ce qui devait nous être imposé. On a réussi à maintenir quand même certaines choses. Depuis, à chaque fois, que ce soit sur les retraites, ce sont des échecs les uns derrière les autres. Et là, ce qui est remis en cause, c'est la hiérarchie au niveau... il y a un inversement de la hiérarchie au niveau législatif. Ça signifie qu'auparavant, il y avait un droit du travail et que toutes les conventions collectives ne pouvaient pas être inférieures au droit du travail. Avec la nouvelle législation, les accords d'entreprise vont prédominer sur des accords de branche et même en partie sur la loi du travail. Donc ça signifie que dans une entreprise, des accords qui auront été trouvés entre l'employeur et le salarié pourront être inférieurs à la législation française, la législation sur le travail, ce qui fait que ça ouvre les portes à n'importe quoi quasiment. Et ça ouvre les portes entre autres, par exemple aux normes européennes qui sont un maximum d'amplitude horaire de travail de 60 heures, des choses de cet ordre-là. Aujourd'hui, dans une entreprise, pour faire valider un accord d'entreprise, il suffira d'un référendum, il faudra un référendum au sein de l'entreprise. Donc c'est sur un argument de démocratie, mais ce référendum s'imposera y compris aux organisations syndicales.
ce qui signifie que des organisations syndicales représentatives, même si elles sont contre un accord parce qu'elles considèrent qu'il est préjudiciable aux travailleurs, il y aura le référendum dans l'entreprise et ça s'imposera. Donc, quand on sait comment ça se passe dans une entreprise, les pressions directes sur les salariés, etc., c'est la voie ouverte aussi à tout ce que le patron voudra imposer, quoi. Ce que tu racontes, ça me rappelle un petit peu la nouvelle ère dans laquelle on est rentré de démocratie numérique, où on pense que parce qu'il y a des plateformes pour s'exprimer, on a le choix, mais on sait que la qualité d'une assemblée générale de syndicalistes, de grévistes, on sait la richesse des débats qui peuvent s'y faire, que c'est un moment pour se forger une opinion, pour échanger sur ses conditions de travail. Puis j'imagine que ces histoires de référendum, c'est peut-être un petit peu la fin de ces pratiques-là. Je ne sais pas si ce serait la fin, puisque de fait, l'Assemblée générale, c'est généralement une assemblée de lutte. Donc, heureusement, je veux dire, tout ça n'empêchera pas la lutte. Il y aura toujours grève, il y aura toujours... ça n'empêchera pas l'Assemblée générale de se tenir. Mais ce qui va remettre en cause, c'est aussi l'intérêt pour le travailleur de se syndiquer. Même si, encore une fois, je veux dire, je ne veux pas être dans une vision naïve du syndicalisme, mais je sais très bien qu'en France, et comme partout ailleurs dans le monde, certaines organisations syndicales peuvent avoir un rôle d'encadrement des travailleurs et justement de contrôle social sur le travailleur, mais néanmoins, elles sont quand même tenues d'avoir un certain rôle, ça a un sens. Disons, l'action collective peut quand même avoir un sens, y compris pour ces organisations-là. Et donc, c'est en ce sens-là qu'elles sont censées être représentatives et selon la loi française, elles peuvent parler au nom de la profession, au nom de la branche qu'elles sont censées représenter. C'est une des raisons de l'action collective. Si elles sont juste renvoyées à la défense individuelle, en gros à devenir l'équivalent d'avocats qui vont défendre les cas individuels de travailleurs qui vont être confrontés à leur employeur, de fait, toute l'idée du syndicalisme tel qu'il a été créé depuis le début du siècle à son origine est un peu pareil, est remise en cause. Il n'y aura plus vraiment d'utilité pour un salarié de se syndiquer, puisque de fait, en payant un avocat, il aura quasiment les mêmes résultats. Éventuellement, ça permettra au syndicalisme dit de service d'exister. Le syndicalisme revendicatif n'aura plus de raison d'être, puisque au niveau des négociations, même s'il défend quelque chose, il y aura un référendum et qui est juste une démocratie axée sur le vote et non plus, effectivement, comme tu l'as dit, sur la discussion, sur le débat. C'est très très intéressant ce que tu racontes, parce que ici au Canada, le scénario qui t'effraie et que tu nous décrivais, il est arrivé dans les années 50-60. Donc effectivement, si vous voulez aller jeter un coup d'œil dans le futur, venez voir ce qui se passe au Canada et particulièrement au Québec. Mais c'est intéressant que tu aies glissé sur le syndicalisme, parce que c'était un peu la suite de mes questions. Donc toi, t'es syndiqué à la CNT, la Confédération nationale du travail. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu vos positions par rapport à ce mouvement, et puis si tu as envie d'ouvrir un peu sur vos positions sur la lutte et le syndicalisme révolutionnaire en général, te gêne pas? Le syndicalisme dans le privé en France, il est très 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 faible. Toute organisation syndicale confondue, en France, il y a 3% de syndiqués dans le privé. Donc c'est très faible, mais surtout parce que c'est quand même un syndicalisme en France, on a pas mal un syndicalisme idéologique qui est loin du trade unionisme anglo-saxon que vous connaissez peut-être. Et donc il y a toujours eu des organisations syndicales qui étaient composées de militants, certains communistes, d'autres réformistes et d'autres révolutionnaires, mais enfin, qui étaient des organisations syndicales composées de militants. C'est une force et en même temps une faiblesse. Et là, on s'en rend bien compte au niveau du privé où ça a du mal à démarrer. Alors la CNT, c'est une petite organisation syndicale, mais qui existe et qui a un discours qui commence à être, qui est assez entendu au niveau, qui a un discours existant, quoi. On n'est pas groupusculaire dans notre coin. Et mais par contre, on ne fait pas partie de l'intersyndicale, qui est l'intersyndicale qui regroupe à peu près les grosses confédérations, qui vont de Solidaire à la CGT, CFDT, ce qui nous donne beaucoup de liberté de ne pas en faire partie. Et l'intersyndicale est assez
et on voit pas très bien où elles vont en venir. C'est assez compliqué. On a tout à fait le sentiment qu'ils ont peur que ça ne déborde, parce qu'il y a quand même une situation qui est assez nouvelle en France en termes de répression. On a l'impression que le gouvernement réprime à tout va et qu'il ne sait pas exactement, il sait où il va, mais on a l'impression qu'il a peur de perdre le contrôle de la situation. Et les organisations syndicales, on a l'impression qu'elles sont un peu sur la même base. Elles ont aussi un peu peur de perdre le contrôle de la situation. Et donc, elles nous font les grèves perlées, savoir une journée d'action tous les 15 jours, ce qui empêche de développer un mouvement. Et nous, dans ce contexte-là, on est bien entendu pour que le mouvement se développe au maximum, qu'on appelle à une grève générale, etc. Et autant on était isolé au début, autant maintenant de plus en plus des organisations de base ou même au sein des confédérations des branches viennent de plus en plus sur ces positions-là. Même des organisations comme Solidaire ou autres, on a de bons contacts, mais là on a comme des analyses qui vont dans le même sens et on espère pouvoir travailler avec eux dans le même sens. Commence à arriver sur ces bases-là, et bon voilà, c'est un peu notre rôle, même si nous ne pouvons pas mettre en branle un mouvement, mais on tente d'être un peu l'aiguillon qui pousse dans ce sens-là. Mais je voulais un petit peu qu'on discute avant de passer le deuxième extrait. Peut-être sur... j'aurais voulu laisser un peu la parole à Cédric et qui revient de France. Est-ce que, en fait, Georges nous a un peu parlé de la situation globale. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler du mouvement en tant que tel? On parle beaucoup de son dynamisme, de qui est-ce qu'il est composé, tout ça. Apparemment, il étonne tout le monde, ce mouvement. Il est étonnant dans le sens où, effectivement, comme disait Camille tout à l'heure, déjà, ça regroupe des secteurs très différents. C'est-à-dire que la loi travail concerne avant tout les travailleurs du privé. Mais dans le mouvement, on voit beaucoup d'étudiants, de lycéens, du secondaire. On voit beaucoup de gens du public aussi, entre autres les cheminots qui sont pas directement concernés par la loi travail, mais qui ont une lutte actuelle. Les enseignants aussi du public. Répète-moi ta question. C'était de savoir un petit peu qui compose ce mouvement, comment est-ce qu'il a démarré, etc., etc. Il a beaucoup démarré grâce aux étudiants. C'est-à-dire que les centrales syndicales ont rapidement lancé un mouvement contre la loi travail, mais ce qui a vraiment lancé une dynamique entre autres un peu radicale dans ce mouvement-là, ça va être les étudiants. La particularité qu'on voit en ce moment, c'est que malgré tout, le mouvement a quand même du mal à prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas grand monde dans les manifs. La plus grosse journée d'action, il y en a déjà eu 7. Il y en a déjà eu 6, c'est la 7e qui a lieu aujourd'hui en France. La plus grosse journée d'action a réuni 1 500 000 personnes dans les manifestations sur toute la France, ce qui est assez peu. Il faut se rappeler qu'en 2010, lors du mouvement contre les retraites, il y avait eu jusqu'à 3,5 millions de manifestants et on a quand même perdu. La réforme était quand même passée. Donc le mouvement s'est surtout beaucoup lancé grâce aux étudiants, surtout comme je disais sur l'aspect radical. Ça a été rejoint depuis cette semaine. Les centrales syndicales ont décidé de mettre un peu un coup de force cette semaine en faisant embarquer les routiers, les raffineries, les cheminots donc qui sont dans un mouvement social déjà depuis plusieurs semaines, mais qui étaient sur un agenda décalé par rapport au reste des manifs, se sont calés sur les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une grève générale en France et entre autres chez les cheminots. Voilà. Oui, on l'a vu ce matin, tôt le matin, avec 6 heures de décalage. C'était 1h du matin en France. Il y avait déjà 1h du matin ici. Il y avait déjà des blocages de raffineries, on commence déjà à parler de pénurie dans certains secteurs. C'est vrai que les travailleurs et travailleuses, même si syndiqués, même s'ils sont peu nombreux, ont quand même un certain pouvoir d'action quand ils décident de se mobiliser. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que
justement pour compenser peut-être un peu le manque de personnes mobilisées, les syndicats réadoptent des modes d'action plus radicaux, donc entre autres des actions de blocage. C'est-à-dire qu'on a pu le voir par exemple à la SNCF, donc chez les cheminots depuis hier, ils ont un appel à la grève reconductible, mais ils ne comptent pas que sur le vote de grève, ils comptent aussi sur leurs actions. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué déjà la gare Saint-Lazare par exemple à Paris, qui est une des gares à haut trafic. On le voit aussi effectivement avec les routiers qui ont décidé de passer à l'action en bloquant des autoroutes, entre autres hier à Rennes et puis dans la région de la Gironde. On le voit et donc effectivement avec les raffineries, particulièrement dans le nord de la France, au Havre, où là c'est pareil, ils ont décidé de bloquer la raffinerie, ce qui provoque effectivement des débuts de pénurie d'essence, de carburant. Puis comment on pourrait expliquer cette difficulté-là à mobiliser puis à aller chercher plus de monde, parce que c'est quand même une loi qui va toucher tout le monde, tous les travailleurs et travailleuses? La difficulté à mobiliser, je pense qu'elle est sur plusieurs niveaux. La première chose, comme l'interview du camarade de la CNT qu'on a entendu tout à l'heure, il n'y a que 3% de syndiqués dans le privé, et cette loi concerne particulièrement les gens du privé, ne concerne pas les travailleurs et travailleuses du public. Donc déjà, ça c'est une des premières difficultés à mobiliser. Et un des gros soucis qu'on a, c'est que, comme il le disait aussi, c'est que depuis 2006, la lutte contre le CPE, toutes les luttes, aussi massives soient-elles, ont été perdues. Et ça a quand même créé un mouvement de défaitisme chez les travailleurs et travailleuses depuis. Et donc ça joue beaucoup sur cette difficulté à mobiliser, alors qu'effectivement c'est quand même une réforme qui est assez ignoble. Je me demandais justement quel rôle ça a là-dedans dans ce manque, ou en tout cas cette moins grosse mobilisation, le fait que le Parti socialiste soit au pouvoir, donc un parti qui est censé être de gauche à la base, qui s'est permis, en fait, je crois, peut-être sur cette base-là, d'aller beaucoup plus loin dans cette réforme-là qu'un parti de droite l'aurait fait. Par exemple, l'UMP, quand c'était Nicolas Sarkozy, a jamais osé attaquer de front comme ça. Est-ce que ça joue un rôle, tu penses, là-dedans? Je mettrai un bémol sur Nicolas Sarkozy, qui a entre autres fait la loi 2013 et qui a attaqué de front et puis de manière extrêmement violente, avec une répression extrêmement forte aussi en 2013 lors de la réforme des retraites. Mais par contre, sur le rôle du Parti socialiste, oui, ça joue clairement. C'est-à-dire que le Parti socialiste a activé tous ses relais pour casser un peu la mobilisation. Comme disait, je ne sais plus quel secrétaire syndical de la CGT dans le tout début des années 80, à l'arrivée de Mitterrand, on ne fait pas grève contre un camarade ministre. C'est sûr que ça joue là, dans les 5 confédérations dites représentatives et donc nationales. La CFDT, qui a toujours été plus ou moins un syndicat de jaune, au niveau de sa direction, mobilise beaucoup contre la grève, elle est d'ailleurs prête à signer les accords. Donc c'est sûr que ça joue. Là où ça va jouer en dehors du point de vue syndical aussi, c'est qu'aujourd'hui le Parti socialiste est mort. C'est-à-dire que politiquement ils sont finis en fait. C'est-à-dire que là ils essaient juste de sauver ce qu'il y a à sauver. Mais on sait déjà qu'ils auront perdu les prochaines élections présidentielles. Ce qui pose d'autres problèmes, mais c'est autre chose. On va écouter un autre extrait où Georges avait envie de nous parler un peu plus de la répression. C'est vrai que nous, vu d'ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est des images de manifestations, disons, assez dures. Un mouvement qui semble être très politisé, très idéologique aussi. Peut-être ce serait ça le twist là-dedans. Bon, on va écouter un extrait sur la répression et on revient en studio pour en parler. Oui, je voulais quand même rajouter quelque chose, c'est que la répression est terrible ici. On n'avait pas vu ce type de répression depuis de nombreuses années, y compris sous la droite. Et c'est ça qui est très inquiétant, puisque on a le sentiment que le gouvernement, ayant eu peur d'être débordé par les jeunes essentiellement, dès le début commençait à taper très fort au niveau policier, donc avec une répression policière très violente pour essayer de dissuader les jeunes de manifester. Ça n'a pas vraiment marché, donc c'est allé d'escalade en escalade et ils ouvrent des portes qui avaient été refermées il y a très longtemps, d'ailleurs dans les années 80 par les socialistes eux-mêmes, et qui du coup sont remises en activité, entre autres grâce à l'instauration de l'état d'urgence suite aux attentats terroristes, l'état d'urgence est surtout utilisé pour réprimer le mouvement social actuellement plutôt que pour lutter contre le terrorisme. Ils ont ressorti de nouveau des assignations à résidence, il y a des interdictions de manifester, il y a même un étudiant
qui vient d'être mise en examen pour tentative d'homicide sur un policier, pour avoir fait tomber le policier pendant une manifestation, et d'autres du coup lui avaient donné des coups. Mais ça, ce qui aurait été auparavant qualifié d'agression, enfin de coup sur un policier, a été requalifié en tentative d'homicide, et le type il est en prison, quoi. C'est que vraiment ils veulent, c'est passible des assises. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sent qu'ils ont vraiment une volonté de terroriser par des inculpations complètement délirantes, quoi. Cette terrorisation, cette tentative de terroriser le mouvement social ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Est-ce qu'ils vont passer à l'étape au-dessus ou pas? C'est ça c'est la question, quoi. Et ça, c'est quand même très important. Cette violence policière a été un des éléments qui ont aussi permis la mobilisation, parce que ça a écœuré beaucoup de monde. Et pour la première fois depuis très 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 longtemps, le discours classique entre les casseurs, les bons et les mauvais manifestants, les gentils casseurs et les méchants casseurs, a été battu en brèche, parce que partout, y compris au sein d'organisations assez, disons, réformistes, il y a eu quand même un refus de trier les manifestants, quoi. Je te voyais réagir, Cédric, par rapport à la répression, au fait que la terrorisation fonctionnait pas. Bon, c'est indéniable que c'est un mouvement qui est très dur des deux côtés, qui est très polarisé, tout ça. Est-ce que tu voulais réagir là-dessus, peut-être, sur la... Je pense que sur la question de la démobilisation, je pense qu'effectivement on a une répression extrêmement violente, extrêmement forte, qui est assez inédite en France, qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, inédite par rapport à un mouvement social, je parle. Et je pense que ça joue un petit peu quand même sur la démobilisation. C'est sûr que chez les plus radicaux ou les plus motivés, ça ne va pas jouer, mais ça joue quand même à faire qu'il y a quand même des gens qui ont peur de prendre un mauvais coup de matraque, qui ont peur de recevoir de la lacrymogène. Et je pense que ça, là-dessus, l'État sait très bien ce qu'il fait, et je pense que ça aide à la démobilisation. Après, juste pour faire quelque chose sur la répression, la particularité de cette répression-là, effectivement, elle vient entre autres du fait que ce soit l'état d'urgence depuis plusieurs mois. Elle a été prolongée aujourd'hui en France jusqu'au 26 juillet. Et ça donne tout pouvoir et tout droit à la police. Aujourd'hui, ils se permettent des choses qui ne se permettaient pas dans des mouvements sociaux. Je vais quand même préciser que c'est des choses que la police se permet depuis de très nombreuses années dans les quartiers populaires. Et je pense que c'est ça qui choque les gens, c'est qu'aujourd'hui, les gens voient comment sont traités les quartiers populaires au jour le jour depuis des décennies, et qui subissent exactement la même violence. Voilà. On est un peu pris par le temps, on va continuer avec un extrait. En fait, on discutait avec Georges, puis on réalisait genre que la répression, c'était leur arme à eux, mais la nôtre, c'est la solidarité. On ne le répétera jamais assez. Puis je lui ai demandé donc ce qu'on pouvait faire, nous autres, depuis ici, en soutien, et voici sa réponse. Vous pouvez manifester, parler de ce qui se passe, appuyer, envoyer des lettres de soutien. C'est bien, sinon au moins informer de ce qui se passe, et voir aussi qu'il y a ce qui se passe actuellement en France, comme tu l'as bien dit auparavant, c'était très intéressant, vous l'avez vu déjà dans les années 50, que de fait il y a une harmonisation des conditions, disons, de gestion du capitalisme dans tout, au niveau quasiment mondial, et qu'il faut en être conscient que la lutte doit être internationale et pas juste. Souvent on a tendance à se replier sur des notions de nationalisme ou souverainisme, pas à la CNT bien entendu, mais parfois le mouvement ouvrier a tendance à se dire oui, on va se replier sur le nationalisme, c'était peut-être mieux avant, ou si on se défend chez nous, on s'en sortira mieux que le voisin, mais concrètement, comme tu l'as dit toi-même, les pratiques sont les mêmes partout, même si elles avancent à un autre rythme. Du coup, c'était le... Alors, je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir à ça avant qu'on parte avec une pause musicale. Pas de réaction, c'est parfait. Alors, l'extrait que nous a choisi Eric, qui a dû partir en pleine émission, il faut bien manger. Il s'agit de Jeunesse Fichée du groupe Les 3-8. Les 3-8, on les a déjà entendus dans cette émission. C'est un groupe qui nous vient de Grenoble, dont je ne cacherai pas que c'est ma ville natale. C'est un groupe de street punk oi. Et le morceau Jeunesse Fichée, c'est un morceau qui a été fait spécialement dans le cadre du mouvement contre la loi travail,
et dont tous les bénéfices liés à la diffusion, au téléchargement, je sais pas, iront à une caisse anti-répression. On écoute les 3-8, jeunesse fichée. C'était Jeunesse Fichée du groupe Les 3-8 qui seront d'ailleurs en concert le 28 juillet prochain au Trash Bar. Alors, vous écoutez toujours Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. On est de retour dans ce deuxième segment avec une autre entrevue avec une militante de la CNT que Tristan va nous présenter.
Oui, c'est ça, une militante de la CNT de Lille, une ville du nord de la France. On s'en va donc dans le nord. Elle s'appelle Agathe, elle est militante à la CNT, puis au syndicat Santé Sociale Éducation Culture. Alors malheureusement, la qualité de l'entrevue a un peu souffert de son passage d'un continent à un autre, mais on tenait à vous livrer son témoignage, parce que suite à une manifestation il y a quelques semaines, la police a tout simplement tenté d'arrêter les militants et militantes présentes dans le local de la CNT après cette manifestation. Pour ça, ils ont défoncé la porte et saccagé le local de la CNT. On écoute ce premier extrait. Du coup, c'était le 20 avril, donc ça devait être peut-être la 4e grosse journée de mobilisation. Et en fait, donc il y avait une manifestation. C'était pas vraiment une journée de grève très importante, donc il n'y avait pas énormément de monde à la manif. Et en fait, suite à la manif, suite à la manif, on s'est retrouvés au local de la CNT pour faire un peu le débriefing de la manif. On a été rejoints par des camarades, des sympathisants, et en fait, qui étaient poursuivis par la police. Et en fait, donc eux, ils sont rentrés dans le local. La police a voulu rentrer aussi, donc on les a pas laissés rentrer parce qu'ils nous ont jamais expliqué pourquoi ils voulaient rentrer. Donc au début, ils ont hésité, ils sont restés peut-être un quart d'heure, 20 minutes devant, à nous demander d'ouvrir. On voulait pas ouvrir. Ils nous expliquaient pas pourquoi ils voulaient rentrer. Enfin bref, donc on leur a refusé l'accès. Et puis finalement, donc ils ont été chercher un bélier. Ils ont défoncé la porte. Et ils sont rentrés en balançant toutes les tables, tout ça. Et ils ont interpellé 2 personnes qui étaient dans le local. Ce qu'on a su après, c'est qu'ils leur reprochaient des faits qui s'étaient passés, mais genre 2 heures plus tôt, pendant la manif, et à 2 kilomètres de là, où il leur reprochait d'avoir coup sur un policier, en fait, d'avoir jeté, je pense que c'était d'avoir lancé des choses sur un policier. Donc voilà, donc ça on l'a su bien plus tard. En fait, on l'a su quand ils sont passés en comparution immédiate. Enfin, ils ont eu 24 heures de garde à vue, peut-être même plus, je pense 48 heures. Et on l'a su après ce qu'ils leur reprochaient vraiment, en fait. Sachant que il y a beaucoup de témoignages qui montrent qu'ils n'étaient pas là à l'endroit où on leur reproche ces faits-là, en fait. Alors cet événement nous a pas mal choqués ici à Montréal. Nous, au IWW, on s'est mobilisé assez rapidement. On a essayé d'exprimer notre solidarité comme on l'a pu. On a organisé une occupation assez brève du consulat de France à Montréal. Est-ce que quelqu'un voudrait nous raconter un peu ce qui s'est passé ou réagir à ce que disait Agathe? Moi, j'aurais voulu réagir pas sur ce qui s'est passé à Montréal, mais sur la répression en France, où on voit que si cette répression est en partie aveugle, entre autres par l'utilisation massive de gaz lacrymogène, elle est aussi extrêmement ciblée sur les plus radicaux. Donc on l'a vu là avec l'attaque du local syndical de la CNT, mais on l'a vu aussi cette semaine avec des interdictions préfectorales de manifestations nominatives qui ont été distribuées à 25 personnes en France. Et ces gens sont principalement des gens de l'Action antifasciste Paris, du MILI, le mouvement interlutte lycéen, qui sont des groupes très très actifs en ce moment dans cette lutte. Et clairement aujourd'hui la répression vise les plus radicaux parce que c'est clairement ce qui fait le plus peur au gouvernement en ce moment. Puis aussi, si je ne me trompe pas, l'interdiction à certains journalistes de couvrir les manifestations. Il y a effectivement dans ces 25 mesures, il y a un journaliste, un photographe qui a reçu des interdictions de manifester. On s'entend que c'est un journaliste dit citoyen entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement il couvre beaucoup la répression policière. Il a entre autres couvert la répression policière à la jungle de Calais il y a quelques mois, et donc clairement c'est pour ça qu'il était visé. C'est ce que disait un petit peu Agathe dans son commentaire hors antenne, c'est qu'effectivement, un syndicat comme la CNT est souvent montré du doigt comme étant un nid de radicaux, etc., etc. Mais là, on a quand même passé une étape avec le symbole du local syndical où les travailleurs et travailleuses se rencontrent. Puis, je sais qu'il y a eu des réactions un petit peu partout dans le monde. Et voilà, je ne sais pas si vous vouliez surréagir. C'est vrai que donc cette répression touche effectivement avant tout les cortèges les plus radicaux. Mais entre autres, par exemple, la CNT ou l'Action antifasciste Paris ne sont pas en dehors du mouvement. Ils sont bien
partie prenante du mouvement et ont donc des liens avec des militants syndicaux entre guillemets plus traditionnels, entre autres de la CGT, malgré le comportement de la CGT ces 2 dernières manifs. Et du coup, cette répression s'étend par capillarité, dirons-nous, aux militants syndicaux plus traditionnels. C'est-à-dire que par exemple hier, il y a un militant de la CGT à Lille, encore, faut croire que Lille, il y a un truc particulier, qui a été arrêté de manière extrêmement violente par la police. De toute façon, on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission, le mouvement est extrêmement violent. C'est vrai que là, on utilise beaucoup de sigles, d'organisations, etc., etc. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous, lisez. Il y a quelques bons articles et bons reportages photos, vidéos, etc. N'hésitez pas à vous renseigner parce que on le sait, on l'a vu, quand un mouvement arrive quelque part dans un pays, par exemple, quand un mouvement social arrive dans un pays occidental, il y a de bonnes chances que soit il soit déjà arrivé chez nous, soit il arrive dans les quelques années à venir, puisque le mouvement est global, on l'a déjà dit. On a vraiment affaire en ce qui concerne la loi travail en France à une harmonisation des rapports employeur-patron, à une harmonisation des rapports de travail au niveau européen. Donc ça s'en vient chez nous aussi probablement. Il nous reste un dernier extrait dans la discussion qu'on a eue avec Agathe, donc militante CNT à Lille. Elle voulait un petit peu laisser le mot de la fin à la solidarité. Ouais, il y a eu pas mal de soutien. Il y a tout de suite après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était à la fin d'une manif. Donc, du coup, il y a quand même des manifestants qui devaient se retrouver pour une AG de lutte qui étaient dans la même rue. Donc, ils ont été bloqués par les flics de chaque côté de la rue. Mais du coup, dès que les flics sont partis, ils sont arrivés au local. Donc, ça, c'était plus les étudiants. Donc, il y a eu un soutien tout de suite des étudiants qui sont partis en rassemblement devant le commissariat. Et après, au niveau vraiment de l'attaque d'un local syndical, il y a eu pas mal d'unions locales, notamment de la CGT, de Sud. D'un point de vue national, pas tant que ça. En fait, c'est plus vraiment des petites des sections, des unions locales. On a eu pas mal de soutien aussi à l'international et c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Après, là, on continue la lutte. Nous, on a été... suite à l'attaque du local, on a été encore plus déterminés. Ça nous a pas fait peur en fait. Juste on est encore plus mobilisés. Oui, c'était le dernier extrait de Agathe, militante à la CNT Lille qu'on vient d'entendre. Elle réagissait à l'attaque du local syndical de la CNT il y a quelques semaines. On a encore un peu de temps pour discuter, pour échanger sur le mouvement contre la loi travail en France. Si vous aviez des interventions, des questions, n'hésitez pas. Oui, c'était juste une petite précision parce que tout à l'heure tu as utilisé le terme que c'était un mouvement violent. Je pense qu'il faut faire attention parce que en ce moment justement les médias en France jouent beaucoup sur l'aspect violence, qui est un aspect important, que ce soit la violence de la part des manifestants ou de la répression, mais c'est avant tout un mouvement légitime qui va probablement aller en s'amplifiant. La violence des manifestants est finalement assez faible par rapport à la répression policière qu'on peut connaître. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Une dernière précision, effectivement tu parlais aussi qu'on utilise des termes que les militants et militantes et puis les gens qui écoutent la radio ne sont pas forcément au courant, mais la CGT, c'est la Confédération Générale du Travail, c'est le plus gros syndicat en France, environ 800 000 membres. Puis on parle souvent de la violence des manifestations, mais on oublie parfois la violence de certaines mesures qui sont faites aux travailleurs et aux travailleuses, parce que si toutes ces mesures-là passent, c'est des attaques qui vont être extrêmement violentes dans la vie de tous les gens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'une augmentation du temps de travail de 10 à 15 heures par semaine. On parle d'une diminution de salaire, parfois atteignant 25% sur certains revenus, entre autres les routiers, d'où leur mobilisation. Effectivement, ça va être extrêmement violent. Si cette loi passe telle qu'elle est là, ça va être extrêmement violent pour les travailleurs et travailleuses. Je trouve que c'est peut-être ça un petit peu d'ailleurs le défi, c'est que la violence de la vie quotidienne, on a du mal à la définir, à l'exprimer. Elle sort des fois, on a eu des mouvements sociaux en France, on peut penser aux mobilisations des Conti ou des Goodyears qui ça se lisait dans leurs actes et sur leur visage, la violence du quotidien, la violence d'aller au travail tous les matins, d'avoir des horaires qui changent tous les jours, et de se casser la santé. Ce serait peut-être ça notre défi, je trouve, c'est d'arriver à mieux l'exprimer, cette violence sociale qu'on subit tous les jours au quotidien, au travail, en tant que travailleur, travailleuse. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, en France,
cette violence du quotidien se répercute effectivement dans les mobilisations actuelles, dans leur radicalité. C'est-à-dire que, par exemple, de très nombreux locaux du Parti socialiste, donc qui est le parti au pouvoir actuellement, ont été saccagés, et ils n'ont pas été saccagés par des casseurs ou des petits jeunes étudiants, comme les médias le disent souvent, mais bien par des syndicalistes et par des travailleurs et travailleuses. Donc, on va assurément suivre ce qui se passe en France dans les prochaines semaines. On va probablement aussi partager de l'information sur notre page Facebook, facebook.com/action en direct. On va maintenant passer au calendrier avec Adam qui va nous présenter ce qui se passe pour les 2 prochaines semaines. Et oui, bienvenue au mois de l'anarchie à Montréal. Donc, ça commence demain, vendredi le 20 mai. C'est le Montreal Community Bike Tour, présenté par le GRIP à Concordia dans le cadre du Festival anarchiste de Montréal. Ça va être devant la statue Normand Béthune, Angle, Guy et de Maisonneuve. Il y a aussi le Festival de films anarchistes dès demain, en fait, dès 18h au Café L'Artère, 7000 Avenue du Parc à Montréal. Donc samedi, en fin de semaine, il y a une soirée reggae organisée par le label Dure Réalité dès 9h, dès 21h au bar Backstage au 1661 Sainte-Catherine-S. Une grosse soirée reggae, beaucoup de monde impliqué, ça va être vraiment intéressant. Mercredi le 25 mai, lancement de la nouvelle édition du livre Les Black Blocs, un livre qui a déjà fait école depuis plus de 10 ans, maintenant que ce livre est étudié, de Francis Dupuy-Derry, donc dès 18h à La Passe au 12-14 de la Montagne. Ensuite, fin de semaine prochaine, journée de formation et de réflexion sur le travail étudiant, samedi le 28 mai. Activité dans le cadre d'une campagne de reconnaissance du travail étudiant, organisée par le CUTE du Cégep Marie-Victorin. Et finalement, 28-29 mai, on vous invite au Salon du livre anarchiste de Montréal. Une fois de plus, encore cette année, ça nous revient. Toujours à la même place au CEDA, 25-15 rue des Lilles, dans le sud-ouest, au métro Lionel-Groulx. Et je vais finalement conclure en remerciant toute l'équipe d'Action en direct. Ça a été une très belle saison. C'est notre dernière émission aujourd'hui. Puis je remercie Tristan et Camille d'avoir vraiment fait de la bonne job. Merci à tous. Merci Adam. Yes. Donc, comme tu as dit, c'est notre dernière émission. On va être de retour à partir de l'automne. Alors moi aussi, je remercie tout le monde, tous nos collaborateurs, toutes nos collaboratrices, nos invités également. On a vraiment eu des invités de qualité cette saison-ci. Donc on espère revenir en force à l'automne prochain. Donc je vous rappelle nos coordonnées, facebook.com/action en direct et notre courriel actionendirect@gmail.com. Donc merci encore aussi à nos auditeurs et auditrices. On va maintenant se laisser avec la chanson La crise de Beretta. Il y a 2 sortes de chiens qui cohabitent en ce monde. Les chiens errants, 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 les chiens errants.